Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier le Hub Cities pour l'invitation. On m'a demandé, alors ça ne va pas être facile en 20 minutes, mais de partager avec vous un certain nombre de leçons et de données. Il va y avoir beaucoup de graphiques, c'est typique de l'OCDE, qui sont ressortis de nos travaux ces 10 dernières années en matière de ville et de politiques urbaines pour chacun des challenges dont vous avez eu des présentations plus détaillées dans la matinée et pour lesquelles vous en aurez encore dans l'après-midi. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu les trois sources des informations que je vais partager avec vous de façon très brève, qui sont un peu les méthodes de travail de l'OCDE. Notre boulot, c'est vraiment de conseiller les gouvernements locaux et nationaux sur l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques publiques. Et le message clé pour les villes, c'est qu'en réalité, la responsabilité pour avoir des villes à la fois inclusives, intelligentes, durables et soutenables, c'est une responsabilité en partage et les gouvernements nationaux ont un rôle très important à jouer en la matière, quel que soit le niveau de décentralisation des pays de l'OCDE. Donc on produit un certain nombre de données, on compare plus de 650 villes sur une cinquantaine d'indicateurs socio-économiques et environnementaux, des villes qui sont de plus de 250 000 habitants et on les compare en fonction de leurs aires fonctionnelles urbaines, donc pas uniquement en fonction de leurs périmètres administratifs pour pouvoir comparer des choses comparables, mais en fonction en gros des bassins de vie et d'emploi et de là où les gens vivent et travaillent, qui sont les échelles appropriées pour un certain nombre des politiques derrière les challenges dont vous avez parlé, le transport et le logement notamment. On a un certain nombre de dialogues et d'examens à la fois pays et villes pour lesquels on fournit des recommandations plus poussées, des données plus fouillées et on a un certain nombre de forums, y compris un sur la Smart City, qui permettent de mettre autour de la table pas uniquement les gouvernements, parce que la gouvernance, c'est pas uniquement les gouvernements, mais aussi les acteurs privés, associatifs et de la société civile en général. Et ça, c'est un peu le cadre normatif, et c'est un peu le premier message que je voudrais faire passer, qui permet aux administrations locales et nationales de gérer les arbitrages derrière la recherche d'une ville intelligente, verte, soutenable, inclusive. Je pense que tout le monde, au final, veut des villes intelligentes, veut des villes soutenables et ainsi de suite. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on gère les arbitrages? Parce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises dans certaines directions qui vont générer des externalités négatives et inversement. Et en réalité, le rôle du politique, c'est de gérer ces arbitrages. Et ces 11 principes de l'OCDE qui portent à la fois sur des questions d'échelle, mais aussi sur les acteurs, sur les stratégies qui sont mises en place pour faire la transition vers des économies bas carbone, pour lutter contre les inégalités, pour faire de la planification urbaine plus intelligente, tout en engageant les parties prenantes, permettent pour chacun des sous-principes qui y sont liés d'anticiper, d'évaluer les coûts et les bénéfices des différentes politiques publiques qui sont mises en place et qui doivent être désilotées si on veut vraiment avoir des villes intelligentes. Alors, sur les challenges, j'ai une diapositive en principe pour chacun, je vais essayer de faire court. Sur la mobilité et le transport, dans la plupart des villes dans lesquelles on a travaillé, on a constaté, et c'est le cas de Milan et de Londres, un certain nombre de résultats intéressants qui sont liés aux péages urbains. Alors évidemment, le péage urbain, c'est pas une innovation en soi, hein. Londres les a mis en place il y a plus de 15 ans maintenant, avec des tarifs forfaitaires pour que les usagers accèdent au centre-ville avec la voiture en semaine, à peu près 13 €, il me semble, de tarifs forfaitaires à Londres. À Milan également, dans le cadre d'un système beaucoup plus large où d'autres incitations ont aussi été mises en place en parallèle avec une accélération des formes de mobilité plus douces et plus propres. Mais ce qui est intéressant et ce qui est nouveau, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui de quantifier l'impact direct, les conséquences directes de ces péages urbains sur d'autres formes de mobilité. Et par exemple, les vélos partagés, dont on voit à très court terme à Milan une croissance de 5%, voire de 12% comme alternative à la voiture quand le péage s'étend par exemple au début de soirée. Et donc c'est des mesures qui sont politiquement très coûteuses, on a eu des exemples ce matin, mais qui sont très prometteuses, si je puis dire, en termes de résultats sur les différents territoires où on a travaillé.
Le logement est devenu clairement l'une des priorités principales de la plupart des pays de l'OCDE. Et les pays de l'OCDE, c'est les économies les plus industrialisées et les plus avancées de la planète. Quand on regarde, par exemple, la part des dépenses de logement dans le revenu des ménages dans les années 90, c'était à peu près un quart. Elle représente aujourd'hui à peu près un tiers du revenu des ménages, mais surtout le coût d'acquisition des logements a quasiment doublé en plus de 25 ans. C'est-à-dire qu'il représentait pour un ménage avec 2 enfants, avec un revenu médian, 6,8 années de salaire en 1995, et c'est plus de 10 ans de salaire aujourd'hui, en 2015, pour accéder à un appartement de 60 mètres carrés dans une capitale ou dans une ville de grande taille d'un pays de l'OCDE. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la part accrue, la représentation, ce que représentent les dépenses de logement dans le revenu médian des ménages ces dernières années, a cru beaucoup plus rapidement que le revenu en tant que tel. Ce que vous voyez, la courbe rouge, qui est bien au-dessus des autres, représente la part proportionnelle des dépenses liées au logement dans le revenu des ménages, et l'autre courbe rouge, qui a une croissance beaucoup plus maîtrisée, est celle des revenus. Et le logement et les dépenses liées au logement aujourd'hui ont augmenté beaucoup plus vite que d'autres dépenses pour les ménages comme l'alimentation, la santé, etc. Et donc ça pose véritablement des enjeux pour que les villes et les pays repensent leur politique de logement. On est en train de faire tout un travail pour voir notamment l'implication des régulations à l'échelle locale sur le prix du logement, et les innovations, toute forme d'innovation, depuis les innovations sociales jusque les innovations technologiques et même financières, la capture de la plus-value financière par exemple, sont assez intéressantes pour répondre à ce défi. On a regardé aussi la façon dont les robots allaient avoir un impact sur le travail dans les différents pays de l'OCDE, et la part des emplois que l'on estime sujette à un très fort risque, si vous regardez au milieu en gris et en noir, c'est la moyenne des pays de l'OCDE, d'automatisation dans les 10 prochaines années. Ça représente 14% des emplois dans les pays de l'OCDE. Très fort risque, ça veut dire que plus de 70% des tâches vont être ou sont déjà automatisées, et un peu plus de 30% pour les emplois qui ont un risque significatif d'automatisation. Ça veut dire qu'entre 50 et 70% des tâches en moyenne vont être automatisées. Alors évidemment, il y a une très grande diversité entre des pays scandinaves, la Suède, la Finlande ou même la Norvège, que vous pouvez voir à gauche du graphique, qui semblent beaucoup moins affectés, et les pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, la République slovaque, la Slovénie, la Grèce et l'Espagne, où on a plus de la moitié des emplois qui vont être affectés dans les 10 prochaines années. Ça ne veut pas dire que tous ces emplois vont être détruits, mais ça veut dire qu'il va falloir une capacité très forte à l'échelle territoriale d'adaptation et de renforcement des capacités des différentes structures économiques pour faire face à ce défi lié à la digitalisation. Évidemment, quand on regarde le système entrepreneurial, il y a un message très fort qui est celui de la contribution des PME au développement local. Alors on a beaucoup parlé, et on parle beaucoup quand on s'intéresse aux smart cities, des grandes entreprises. On a entendu beaucoup de choses toute la journée autour de Google, et le principe même de smart city qui remonte finalement à IBM, Cisco, plus d'une dizaine d'années, et largement incité par ces grandes entreprises du secteur privé. Mais en réalité, le tissu économique local dans la plupart des villes, c'est des PME qui sont des engins de croissance et d'emploi extrêmement forts. 99% des entreprises dans les pays de l'OCDE sont des PME. Un employé sur 3 dans les pays de l'OCDE travaille dans une micro-entreprise qui a moins de 10 employés, et 2 employés sur 3 travaillent pour des PME. Les PME qui génèrent entre 50 et 60% de la valeur ajoutée. Et donc, c'est très important dans la façon dont on pense le rôle des villes de concilier ce triptyque entre les entreprises, et donc les PME notamment, les territoires et les citoyens.
Alors, en termes d'inclusion, un message très fort que l'on a envoyé, c'est qu'évidemment, les inégalités se manifestent très souvent en termes d'inégalités de revenus, mais pas uniquement. Les indicateurs de bien-être que l'OCDE a produits permettent de mesurer les inégalités dans un certain nombre de conditions matérielles et non matérielles qui sont au centre de la préoccupation des gens. L'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, les perceptions plus subjectives de bien-être qui sont tout aussi importantes, l'engagement civique et ainsi de suite. On a des données très granulaires et très territorialisées à l'échelle des métropoles dans les pays de l'OCDE qui permettent de mesurer également les disparités spatiales très fortes au sein des pays. Par exemple, quand on regarde l'accès à l'hôpital, ce que vous avez à l'écran, c'est le pourcentage de la population de ces villes, ces métropoles dans les pays de l'OCDE, qui ont accès à un hôpital à moins de 30 minutes en voiture. Donc évidemment, il y a beaucoup de pays, c'est le cas de la France, où on est au-dessus de 60% dans la ville qui a un accès le plus faible, et quasiment 90% pour Paris. Mais il y a beaucoup d'autres pays, et c'est le cas de l'Autriche, où par exemple, certaines métropoles, c'est le cas pour moins de 30% de la population. Et donc, ça pose véritablement la question de l'accès aux services publics, y compris au sein des métropoles, entre les zones urbaines et les zones de navettage, et la question de la cohésion territoriale qui est très forte derrière ce graphique. En termes d'infrastructure et de maintenance, on a produit énormément de données, mais il y a un secteur sur lequel on n'attendait peut-être pas les pays de l'OCDE et qui devient une priorité extrêmement forte, c'est celui de l'eau et de l'assainissement. On a conduit une enquête dans une 50aine de villes des pays de l'OCDE, dont plus de 90% disent que l'enjeu principal en termes de renouvellement d'infrastructures est lié à l'eau et à l'assainissement. Des infrastructures qui sont souvent très obsolètes, vieillissantes, qui ne sont pas aux normes, puisqu'il y a un certain nombre de directives, notamment pour les pays de l'Union européenne, qui ont été produites depuis, qui ont souvent été financées avec de l'investissement public et qui, aujourd'hui, garantissent plus ou moins la couverture universelle à ces deux services essentiels, mais ne le garantiront pas à court terme si des investissements significatifs ne sont pas réalisés. Et donc derrière, il y a toute la réflexion autour des innovations financières. Comment est-ce qu'on capte la taxe foncière? Comment est-ce qu'on fait un usage optimal des obligations? Comment est-ce qu'on travaille avec les investisseurs institutionnels à long terme? Mais aussi la question des infrastructures vertes qui permettent évidemment de minimiser les besoins en infrastructures plus traditionnelles pour le secteur. En matière énergétique, pour l'environnement, j'ai pris un exemple qui est celui de l'efficacité énergétique des bâtiments. Il faut savoir que les bâtiments dans les pays de l'OCDE sont responsables d'à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'énergie. Ça représente parfois 70% dans des grandes villes comme Londres, New York ou Tokyo. Et on voit des mesures intéressantes qui se mettent en place. Par exemple, New York qui vient d'adopter en mars dernier une nouvelle loi qui met des restrictions très fortes à l'horizon 2024 sur les émissions liées à ces plus grands bâtiments, avec des sanctions et des pénalités très très conséquentes et prohibitives, mais aussi des mesures plus soft, plus bottom-up, comme celles qui ont été développées aux Pays-Bas dans ce programme Energy Prong, ou avec une politique assez novatrice qui a été développée avec tous les secteurs, la construction et ainsi de suite, et les différentes parties prenantes, a réussi à favoriser, à encourager la rénovation énergétique dans plus de 5000 foyers sans que ça ne coûte rien aux résidents des foyers en question, puisque ça a été financé quasiment exclusivement par les économies d'énergie qui seront réalisées à l'issue de cette mesure, et aussi des travaux qui étaient déjà planifiés et échelonnés. Donc c'est des exemples assez intéressants pour pouvoir avancer la transition vers des économies bas carbone. Le tourisme, évidemment, reste un secteur fondamental pour les villes. Les pays de l'OCDE sont récipiendaires des 2/3 des flux du tourisme. Ça représente près de 5% du PIB, près de 7% de l'emploi, un peu plus de 20% de l'exportation des services. Et le message ici, c'est que dans beaucoup de pays, on constate une accélération des mesures d'adaptation à ce que les innovations technologiques permettent pour rendre beaucoup plus accessibles et beaucoup plus abordables les voyages au plus grand nombre. Et donc, évidemment, la digitalisation, l'Internet des objets, la technologie blockchain, l'intelligence artificielle, le virtuel qui permet déjà sur un certain nombre de territoires de se substituer au voyage physique et
un certain nombre de pays ont des mesures assez incipientes finalement, où la coordination verticale et le dialogue vertical entre les gouvernements nationaux et les gouvernements locaux permet de repenser les systèmes de planification touristique et les budgets y afférents pour les prochaines années. Pour les questions de résilience et de sécurité, donc on a réalisé des enquêtes sur 340 villes au monde, dont on a ressorti les 10 villes les plus insécures et les 10 villes les plus sécures en fonction des index de criminalité et de sécurité urbaine que l'on a développés. Sur la partie gauche du graphique, on voit que la quasi-totalité des 10 villes les plus insécures sur cet échantillon donc de 340 se trouvent soit en Amérique latine, le Venezuela, le Honduras, le Brésil, il y a 3 villes brésiliennes sur le graphique, soit en Afrique du Sud. Et donc, derrière, il y a, et un certain nombre d'organisations poussent dans ce sens, pas mal d'innovations intéressantes qui sont réalisées dans des villes comme Cape Town ou Medellín, aux États-Unis, mais aussi en Europe, Rotterdam et Lisbonne, que l'on a typifiées, alors c'est pas sur la diapositive, autour de blocs qui relèvent soit de l'infrastructure urbaine, soit de l'accès aux services publics, soit de concertation avec les communautés et les citoyens, soit de systèmes de prévention contre la violence ou de soutien financier aux groupes les plus vulnérables et qui sont en passe d'être évalués pour pouvoir en appréhender les impacts et orienter l'action publique en fonction. Et j'en arrive au dernier point qui porte sur la gouvernance. On a corrélé à l'OCDE la gouvernance métropolitaine et la productivité. C'est-à-dire qu'on est en mesure de montrer dans quelle mesure est-ce que la fragmentation institutionnelle a un impact sur la performance économique et sociale des grandes métropoles. C'est sur un échantillon de 280 métropoles, une trentaine de pays de l'OCDE, où l'on voit que la productivité tend à baisser de 6% sur ces métropoles, dès lors que le nombre de municipalités au sein de l'aire métropolitaine double. Alors évidemment, le problème, c'est pas tant le nombre de communes, c'est pas ça l'indicateur de fragmentation, et en France, on a énormément de communes comparées à d'autres pays de l'OCDE, c'est surtout l'absence d'outils de gouvernance et de coordination qui permettent de mutualiser à la bonne échelle un certain nombre de services, de catalyser les investissements nécessaires, d'assurer une meilleure coordination entre les politiques urbaines comme le logement ou le transport et ainsi de suite. Et on a également démontré que cette fragmentation administrative et donc institutionnelle au sein des aires métropolitaines avait une conséquence directe sur la ségrégation spatiale. C'est-à-dire que les villes qui sont les plus fragmentées sont aussi celles qui ont le niveau de ségrégation spatiale le plus élevé en termes de revenus. Alors évidemment, il y a plusieurs réponses pour organiser les métropoles. Il n'y a pas un modèle unique, ça a été beaucoup répété dans la journée également, avec des schémas qui varient énormément en passant du Royaume-Uni jusque l'Italie, la France, mais aussi Vancouver et ainsi de suite. Si on avait plus de temps, j'entrerais dans les subtilités. Mais le message qui ressort quasiment une décennie d'accompagnement des pays de l'OCDE dans leurs réformes territoriales, c'est qu'il faut qu'on tende de plus en plus vers des réformes asymétriques. C'est-à-dire que cette idée qu'on puisse inventer des modèles de gouvernance métropolitaine depuis les capitales qui s'appliqueraient uniformément à tous les territoires est complètement obsolète. Là où on voit des expériences réussies, c'est là où on arrive à décentraliser de façon asymétrique, c'est-à-dire décentraliser là où les capacités sont en place et bien entendu accélérer le renforcement des capacités a priori, plutôt que de décentraliser d'abord et ensuite renforcer les capacités de façon uniforme sur tous les territoires. Et ça permet d'avoir des pilotes, de l'expérimentation et ensuite de répliquer à plus grande échelle. Je termine avec cette diapositive qui est tout ce dont je n'ai pas parlé. Donc je n'ai pas parlé de la France et je n'ai pas parlé de la Smart City puisque vous avez eu beaucoup d'exemples sur la France et la Smart City jusqu'à présent. Mais pour dire qu'on travaille actuellement sur le concept de la Smart City, il y a 3 messages importants pour l'OCDE que l'on creuse dans les prochains mois. Le premier, c'est le lien entre Smart City et inclusion. C'est vraiment cette idée de remettre les citoyens au cœur de
la Smart City est de sortir du biais technocentrique et technologique et uniquement lié aux infrastructures, et de voir dans quelle mesure est-ce que les Smart Cities in fine, contribue à améliorer le bien-être des citoyens, et si tous ces investissements dans les innovations digitales et technologiques délivrent les résultats escomptés pour les autorités locales et aussi pour les citoyens. Dans un deuxième temps, on est en train de développer un cadre d'indicateurs, de mesures qui permet de justement corréler innovation et bien-être des citoyens. On mesure déjà le bien-être à l'OCDE, on compare plus de 400 régions dans les 36 pays de l'OCDE sur une douzaine d'indicateurs. On peut entrer Île-de-France sur le site et voir les régions qui ressemblent à l'Île-de-France dans le panorama de l'OCDE. On développe aujourd'hui les indicateurs de Smart City pour pouvoir lier les deux. Et enfin, organiser un peu la responsabilité en partage entre niveaux de gouvernement, depuis le niveau national jusque le niveau régional et local, pour faire en sorte que les Smart Cities obtiennent les résultats escomptés. Vous avez à droite un certain nombre de rapports qui sont d'ailleurs disponibles à la sortie et que vous pouvez consulter si vous voulez plus d'informations, et une vidéo qui permet aussi de voir comment est-ce que dans le contexte des politiques urbaines de l'OCDE, ces sujets ont été abordés. Merci beaucoup. Merci.